Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, et cher François Asselineau. Et voici la première des questions choisies par votre équipe. C'est une question de Guillaume. Quelle est votre analyse du discours de François Bayrou relatif au budget 2026 ? C'était un peu inévitable de commencer par l'un des très grands sujets du jour. C'est la préparation du budget 2026. Alors déjà, on a quand même eu une bonne nouvelle. C'est de s'apercevoir que M. Bayrou n'était pas décédé, parce qu'on finissait par ne plus savoir ce qu'il faisait. Il était devenu évanescent. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, c'est quand même une bonne nouvelle qu'il ne soit pas mort. Mais enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle qu'il soit à Matignon, parce que les décisions qu'il essaye de prendre sont assez calamiteuses. Et d'ailleurs, les propositions qu'il a faites sur son budget ont été fort mal accueillies, à juste titre d'ailleurs, et peuvent ouvrir la voie à un nouvel acte de censure. Et là, ce qui serait nouveau, c'est que le Rassemblement national pourrait cette fois-ci, paraît-il, voter la censure. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans ce discours ? Un discours assez prêchi-prêcha, hein, comme on dit. Donc, pour expliquer en gros que la situation est catastrophique, et donc en gros, il faut que chacun soit extrêmement sérieux et mettre la main à la poche. Alors, vous avez vu dans la presse les grandes mesures, ce qui a le plus attiré l'attention peut-être du public, à tort, c'est les 2 jours fériés que Bayrou se propose de supprimer. C'est-à-dire, d'une part, le 8 mai pour la célébration du 8 mai 45 de la victoire sur l'Allemagne hitlérienne, d'autre part, le lundi de Pentecôte, qui est un jour férié puisque c'est le lendemain du jour de la Pentecôte. Ce sont probablement les 2 jours fériés, en effet, les plus... Oui. Il veut supprimer le lundi de Pâques. Ah, c'est le lundi de Pâques ? Ah, j'avais cru que c'était le lundi de Pentecôte. Comment ? Pentecôte, c'est déjà fait par Raffarin. Ah oui, c'est vrai, pardon. Alors, j'ai fait une bêtise. Eh bien donc, le lundi de Pâques, oui, parce que le lundi de Pentecôte, le lundi de Pâques, ça obéissait un peu à la même idée que le lundi de Pentecôte, c'est-à-dire le lendemain d'un grand jour de fête. Voilà. Alors, ça s'attaque quand même évidemment à des jours qui sont chers au cœur des Français, du moins pour le Pâques, pour tous les chrétiens. Et pour le 8 mai, c'est tous ceux qui ont eu un membre de leur famille victime de la barbarie nazie, tous ceux qui ont eu, plus généralement, tous ceux qui appartiennent à l'armée française, ou tous ceux, tout simplement, les amoureux de la France, qui tenaient à célébrer la victoire sur l'Allemagne hitlérienne. Alors ça fait un peu partie de ces serpents de mer, des jours comme ça que l'on essaie de supprimer. Il sera difficile d'aller ensuite au-delà, parce que je ne crois pas qu'il sera question avant longtemps, du moins je l'espère, de supprimer le 14 juillet, Noël, et puis Pâques et le 11 novembre. Quoique je me demande s'il n'y avait pas une tentative du temps de Giscard que le 11 novembre devienne un peu une espèce de voiture balai. Enfin bref. Alors ça, c'est ce qui émeut la population. Peut-être que ça aura lieu, peut-être que ça n'aura pas lieu. Peut-être que, en définitive, lors des débats parlementaires, parce que pour l'instant rien n'est décidé, hein, je rappelle un point fondamental, c'est que tout ça va donner lieu à des discussions à l'Assemblée nationale. Et c'est là que peut-être il va y avoir d'ailleurs la censure. Mais il n'est pas du tout certain que ceci va être maintenu. Et certains observateurs, de façon assez insistante, laissent entendre que peut-être ce sont des leurres, hein, ce sont des espèces de fausses fenêtres, où on focaliserait l'attention de l'opinion publique sur ces 2 jours fériés qu'on supprimerait, pour que les gens soient vraiment mécontents contre ça, et puis au dernier moment, le gouvernement dirait finalement, allez, on les maintient fériés. À ce moment-là, les Français souffleraient, alors qu'en fait, on leur aurait fait passer au même moment par derrière des mesures extrêmement draconiennes, parce qu'il y a d'autres mesures qui sont sévères. Il y a alors c'est une nouvelle expression, l'année blanche. Moi, je connaissais, je sais pas, il y avait les marches blanches. Maintenant, il y a l'année blanche, il y a les nuits blanches. Enfin, bon. Alors, l'année blanche, si j'ai bien compris, ça veut dire que on ne tient pas compte de l'inflation. On fait comme s'il y avait une inflation zéro. C'est-à-dire que on n'augmente pas les salaires des fonctionnaires, on n'augmente pas les salaires des retraités, on n'augmente pas les salaires des prestations sociales, enfin les prestations sociales, comme si, en fait, il y avait une inflation zéro. Or, comme l'inflation n'est pas zéro, mais qu'elle est aux alentours, ça dépend des années, mais de 2-3%, ça revient quand même tout simplement à une diminution de pouvoir d'achat de 2 à 3%.
C'est considérable. Hein. On présente ça comme si c'était une bagatelle, c'est tout à fait considérable. En particulier, les retraités sont particulièrement dans le collimateur, puisque, si j'ai bien compris également, il serait question de supprimer l'abattement de 10% dont ils bénéficient, ou du moins de ne le maintenir que jusqu'à hauteur de 2 000 euros, c'est-à-dire pour tous les retraités qui ont une retraite un petit peu satisfaisante, disons, ils seraient pénalisés. De façon générale d'ailleurs, les retraités semblent être désormais le nouveau bouc émissaire du gouvernement et de la doxa, de tous les euro-atlantistes. Ils expliquent que finalement tout serait de la faute maintenant des retraités. Les boomers, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui s'en prennent aux boomers, qui seraient les responsables de... Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts à faire chez les retraités. Enfin, il y a quand même beaucoup d'argent à trouver ailleurs que chez les retraités. Et ce que je note aussi, d'ailleurs, au passage, c'est un peu triste, mais c'est un peu une des lois de Murphy. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est toutes les choses que vous faites peuvent se retourner contre vous. Voilà. C'est-à-dire que il y a eu énormément de retraités qui ont voté pour Macron, aussi bien en 2017 qu'en 2022. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne vont pas en être remerciés, puisque Macron, maintenant, les a dans le collimateur. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la suppression, paraît-il, de 3000 emploi de fonctionnaires. Alors j'ai pas très bien compris si on allait attendre le départ à la retraite et qu'on remplacerait pas tous les fonctionnaires qui partiraient à la retraite. J'ai cru comprendre que c'était quelque chose comme ça. Ça a déjà été fait 50 fois d'ailleurs, ce genre de choses. Donc pour essayer de diminuer les dépenses publiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a la création, si j'ai bien compris, ça c'est très inquiétant parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la création d'une agence de gestion du patrimoine immobilier de l'État. Déjà, ça existait, mais enfin, on va la mettre un petit peu en avant pour faire ce qu'on appelle une gestion active du patrimoine. Enfin, j'en ris, mais c'est pas drôle. Ça veut dire qu'on va, dans votre dos, commencer à vendre les bijoux de famille. On va commencer à vendre des immeubles qui appartenaient à l'État, que ce soit dans Paris, que ce soit dans les préfectures, que ce soit un petit peu à droite, à gauche. De vendre ça, et accessoirement, c'est au pire moment, puisque le marché de l'immobilier est extrêmement déprimé en ce moment. Voilà, il y a quoi d'autre encore? Est-ce que j'ai oublié? Pardon? Les médicaments, des remboursements. Ah oui, ça c'est un point tout à fait important. C'est que est promis aussi l'augmentation du déremboursement des médicaments. C'est-à-dire qu'une franchise de 50 € serait doublée par une franchise de 100 €. C'est-à-dire que vous ne seriez pas remboursé tant que vous avez dépensé moins de 100 € en médicaments. C'est-à-dire une mesure quand même tout à fait antisociale. Comme d'ailleurs la plupart des mesures qui sont annoncées pour les retraites, pour les fonctionnaires, pour tous ceux qui sont aux prestations sociales, etc. C'est-à-dire qu'ils vont avoir à payer. Alors, moi, ce que ça m'inspire, tout ça, c'est plusieurs choses. La première chose que je trouve absolument insupportable, c'est que ce sont les auteurs de la situation qui continuent à diriger la France et qui continuent à nous donner des leçons de morale. Je rappelle quand même que non seulement, évidemment, Macron est aux commandes, hélas, depuis 2017, donc ça va faire 8 ans, ça fait 8 ans, on a dépassé les 8 ans, donc depuis 8 ans qu'il est à la tête du paquebot France et qui est en train de sombrer, corps et âme, mais il ne faut pas oublier que Bayrou a soutenu Macron dès le début. Donc Macron, ça fait 8 ans, Bayrou, ça fait 8 ans qu'il soutient Macron. Et d'ailleurs, la plupart des ministres là-dedans font partie de la Macronie. Normalement, dans un pays normalement constitué, les élections législatives de 2024, qui se sont soldées par une défaite cinglante pour le parti au pouvoir, auraient dû amener des véritables opposants. Sauf que les véritables opposants, on les cherche encore à l'Assemblée nationale, et en particulier, du côté droit, ils ont disparu. Bon, du côté gauche, là, on a des opposants, mais qui sont des opposants qui passent leur temps à défendre Gaza, ce qui est une noble cause. Mais enfin, on a des députés comme Émeric Caron, Rima Hassan, qui sont des députés de Gaza. Voilà, la seule chose qui compte à leurs yeux, c'est ce qui se passe à Gaza. Tout le reste est littérature. C'est aussi incroyable que... Mais c'est comme ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'opposants au régime actuel. Et Macron se comporte exactement comme s'il n'y avait pas eu d'élection en 2024. Ou plus exactement, comme si les élections ayant eu lieu, il avait été reconduit. C'est-à-dire qu'il n'a même pas l'humilité, la prudence, l'humilité, l'élégance nécessaire, le savoir-vivre pour se mettre un petit peu en retrait, pour expliquer qu'il avait été battu et essayer de faire émerger des nouvelles figures. Pas du tout.
il fait exactement comme si de rien n'était et comme si c'était lui qui décidait de tout avec Bayrou. Normalement, Macron, Bayrou ne devraient pas être là à nous expliquer les mesures qu'ils ont décidé de prendre, ils devraient être là en train de nous expliquer le bilan qu'ils ont produit, et ils devraient peut-être même passer devant les tribunaux pour destruction d'un pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai lu dans la presse, ou entendu à la radio plus exactement, un journaliste, je ne dirais pas quelle radio, mais enfin elles sont toutes à peu près équivalentes, qui expliquait que le Bayrou, effectivement, la potion était amère, que c'était qu'il avait pris des décisions, mais qu'il fallait être sérieux. C'était le sérieux nécessaire à la bonne gestion du pays. Et donc il allait faire des économies donc de 43 milliards d'euros. Et j'entendais le journaliste qui disait ceci étant nécessaire pour commencer à rembourser la dette de l'État. Alors là, je voudrais réagir tout de suite à ça, parce que c'est un mensonge éhonté, puisque pour commencer à rembourser la dette de l'État, il faudrait dégager des excédents budgétaires. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, c'est quelque chose que tout le monde connaît dans sa vie personnelle. J'ai pris un exemple d'un couple, mettons, un mari et une femme avec des enfants qui, à eux deux, gagnent, mettons, 4 000 euros par mois. Et puis qui dépensent pendant un mois, ils ont dépensé 4 300 euros. Bon, ils sont allés un petit peu plus souvent, je ne sais pas moi, au restaurant, au cinéma. Ils se sont achetés un nouveau four à micro-ondes, je ne sais pas, peut-être une nouvelle voiture. Enfin bon, ils ont fait des emprunts. Bref. Ils dépensent 4 300 euros, donc ils mangent un petit peu avec quelques économies. Donc ils mangent leurs économies. Et puis le deuxième mois, ils dépensent de nouveau 4 300. Et puis le troisième mois, et à ce moment-là, il n'y a plus d'économie. À ce moment-là, ils entrent dans le rouge. Et ils vont avoir un découvert bancaire qui va être, mettons, de moins 300 au premier mois. Si c'est encore accepté par la banque, pourquoi pas? La banque a pu leur accorder un découvert bancaire, mais il va arriver un moment, si ça continue, deuxième mois, il y aura 600 euros. Troisièmement, il y aura 900 euros. Là, il y a un coup de fil de la banque qui va dire, écoutez, messieurs, dames, là, ça n'est plus possible. Vous avez dépassé votre faculté de découvert qui sont d'ailleurs financés, facturés avec des agios importants. Il faut absolument que vous remettiez de l'argent sur votre compte. C'est une situation que l'énorme majorité des gens qui m'écoutent a connue. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans cette situation? C'est pas un grand mystère. Vous regardez toutes les dépenses que vous avez faites et puis vous coupez dans vos dépenses. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous dites, ce mois-ci, on va pas aller au restaurant. Ce mois-ci, on n'ira pas au cinéma. Ce mois-ci, l'aller-retour qu'on voulait faire à la plage le week-end, on ne pourra pas le faire parce que ça coûte trop d'argent, etc., etc. Donc vous êtes obligé de faire une politique de restriction budgétaire, de rigueur, et puis d'un seul coup, vous allez repasser, cette fois-ci, vous n'allez plus dépenser, par exemple, que 3 800 euros. Et donc 3 800 euros, c'est inférieur aux 4 000 euros que vous gagnez, donc les 200 euros, vous allez pouvoir commencer à rembourser la banque. Voilà. Donc il faut avoir un excédent primaire, comme on dit, sans compter les frais financiers. Pour l'État, c'est pareil. Mais pour l'État, on a une dette tellement monstrueuse qu'il faut savoir combien il faudrait faire d'économies par rapport au budget actuel. Or, si vous vous renseignez un petit peu, si vous voyez les économies qu'il faut faire, on est à peu près actuellement, il faudrait faire des économies de l'ordre de 160 à 180 milliards au cours de l'année. C'est d'ailleurs le montant de l'endettement de la France supplémentaire que nous allons accumuler cette année, parce que justement, non seulement actuellement on ne rembourse pas la dette, mais on continue à faire de la dette. Le déficit, M. Bayrou ne présente pas du tout un bilan en excédent, il présente un bilan en déficit, un petit peu moindre. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, c'est comme si vous alliez voir la banque qui vous dit « Attendez, vous êtes dans le rouge », et comme si vous alliez voir la banque en disant « Attendez, j'ai fait des efforts énormes, ce mois-ci, au lieu de dépenser 4 300 euros, on va dépenser seulement 4 220 euros. » Et la banque va vous dire « Mais c'est 220 euros de trop. » Là, c'est pareil. Lorsque Bayrou nous explique qu'il va faire des économies de 43 milliards d'euros, s'il en manque encore 120 milliards, il y a encore 3 fois plus d'économies qu'il faudrait faire pour commencer à dégager un petit excédent, pour commencer à rembourser la dette. Donc il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que
la potion amère que l'on nous présente ne résout absolument pas le problème. La France va continuer à s'enfoncer dans l'endettement. C'est d'autant plus, d'ailleurs, vrai que vous avez vu ces jours-ci, je crois que c'était hier ou avant-hier, le Fonds monétaire international a commencé à montrer les crocs, gentiment, mais enfin à expliquer qu'il fallait aller beaucoup plus loin dans la remise en cause des prestations sociales, dans la remise en cause du fonctionnement de la fonction publique, etc., etc. Alors, le problème qui se pose, c'est que M. Macron comme M. Bayrou, alors soit ils sont complètement incompétents, ce qu'il ne faut pas totalement exclure en fait. Il ne faut pas totalement exclure qu'ils n'y comprennent pas grand-chose. Soit ce sont des menteurs invétérés, soit ce sont des gens qui se sont fixés pour mission de détruire le pays. Voilà. Parce que nous sommes dans une situation, des gens comme par exemple Marc Toiti ou bien Philippe Béchade ou bien d'autres encore tirent la sonnette d'alarme depuis des années, moi-même depuis des années, sur le fait que nous avons un endettement absolument exponentiel, sur le fait que Macron, avec les 600-700 milliards d'euros qu'il a créés de dettes supplémentaires au moment du Covid, est un véritable criminel pour la nation française. C'est absolument dément. C'est tout à fait dément. Je note d'ailleurs, je fais une petite incidente, vous avez vu qu'il a fait un discours grandiloquent sur l'effort de guerre, que c'est un effort historique, et ci et ça. L'effort historique que Macron nous a annoncé pour la guerre, c'est d'augmenter de 3 milliards d'euros le budget de la défense. 3 milliards d'euros, il nous parle d'un effort historique. Je rappelle que pour la Covid, pour payer des gens à ne rien faire pendant plusieurs mois, il a dépensé 600 milliards d'euros, c'est-à-dire 200 fois l'effort historique pour remettre, paraît-il, l'armée française au niveau. C'est pour vous montrer la monstruosité de la gestion du Covid par Macron, mais aussi par Édouard Philippe, Olivier Véran, etc., etc. Alors pour revenir à ce que je disais, ça veut dire que la France va continuer à s'enfoncer. Alors pourquoi la France va-t-elle continuer à s'enfoncer ? C'est parce que, en fait, nous avons des dirigeants qui sont dans l'incapacité de résoudre les problèmes de la France. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, je reviens dessus. On est dans une situation qui n'est pas éloignée, en définitive, évidemment il y a des grandes différences, mais qui, dans son esprit, n'est pas très éloignée de la France de 1787, 1788. Voilà. Il y avait des problèmes financiers majeurs sous Louis XVI, il y avait un déficit chronique du fonctionnement de l'État. La cour de Versailles, le fonctionnement du château de Versailles et toute la cour, à soi seule, représentait 15 à 20% du budget de l'État, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y avait donc énormément de difficultés financières. Et il y avait toute une série de gens qui vivaient sur la bête et qui refusaient, en fait, de mettre la main au portefeuille. C'est aussi simple que ça. Et donc Louis XVI avait fait venir Necker, qui était un Suisse, qui avait voulu essayer de faire payer ceux qui avaient de l'argent. Il avait été chassé par une cabale. Louis XVI avait fait venir Calonne, qui était une catastrophe. Après ça, il avait rappelé Necker. Mais en fait, le problème, il était quoi ? Le problème, il était que les gens qui avaient le plus d'argent en France ne voulaient pas payer, ne voulaient pas faire... Voilà. C'était qui ? C'était les aristocrates, qui ne payaient pas d'impôts. Et ça remontait à Charles VII pour guérir à la fin de la guerre de 100 ans. Il y avait une grande partie de l'aristocratie française avait quand même joué le jeu de l'occupant, avait été collabo des Anglais. Et donc pour calmer un petit peu, du passé, faisons table rase, pour ne pas, pour clore l'épisode de la guerre de 100 ans, l'épisode malheureux de Jeanne d'Arc brûlée vive, etc. Il fallait un peu tourner la page. Et donc Charles VII, quand il était arrivé au pouvoir, finalement, avait exempté d'impôts tous les aristocrates. Et il n'était pas les seuls, il y avait aussi tout le haut clergé, qui était très riche, en fait, parce que l'Église était très puissante, il y avait des dons des fidèles, etc. Et qui possédaient aussi, d'ailleurs, comme les aristocrates, possédaient des terres, des cultures, etc. Ils avaient également, les aristocrates avaient le droit de chasse, et je rappelle que c'était une époque où il pouvait y avoir des disettes et les gens ne mangeaient pas toujours à leur faim. Notamment, il manquait de protéines. Si Henri IV est resté célèbre dans la population française, c'est notamment avec cette parole, qui d'ailleurs est apocryphe, il ne l'a jamais vraiment dit comme ça, mais enfin, lui ou Sully, son ministre préféré, qui disait qu'il voulait que les Français mettent la poule au pot tous les dimanches. Alors c'est resté comme une image d'Épinal, comme on dit, comme une image un petit peu artificielle, un petit peu mythique, mais qui quand même témoigne bien
du souci d'Henri IV, et qui était pour ça qu'il a été un roi un des rois de France le plus apprécié, mais qui se mettait à la place des pauvres Français, et puis de dire mettre la poule au pot tous les dimanches, ça voulait dire manger de la viande, en fait. Voilà. Plutôt que toujours les éternels soupes de gruau avec du blé, éventuellement un petit morceau de lard de cochon, et puis pas grand-chose, en fait. Du saindoux, de la graisse, des blés, des quelques fruits en saison, et puis c'était ça, le commun des Français. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu la Révolution française. Parmi les actes qui ont été demandés par les révolutionnaires, vous savez, il y avait notamment le droit de chasse, pour justement que ça ne soit pas uniquement réservé à ceux qui avaient le plus d'argent. C'est-à-dire que la France de 1788, c'est un pays qui explose parce que ce qu'on appelle le tiers-État, ben c'est 95, qu'est-ce que je dis, c'est 99%, 99,3 ou 4% de la population française. L'aristocratie doit représenter quelque chose comme 0,3% de la population française et le haut clergé 0,2%. Tout le reste, c'est le tiers-État, qui est constitué essentiellement de paysans, qui doit représenter en 1788 peut-être plus de 80% de la population française. Et puis, il y a aussi des bourgeois, des artisans, des commerçants dans les villes. Eux, ce sont le tiers, donc c'est eux qui payent, exclusivement l'impôt. Et ils n'ont pas le droit de chasse. Donc parmi les griefs qui vont fomenter la Révolution française, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par exemple, va en découler directement. Il y a la volonté que tout le monde ait accès aux mêmes emplois publics, la volonté aussi que tout le monde paye l'impôt en fonction de sa richesse, et puis la volonté aussi que tout le monde puisse chasser. Voilà, c'est important. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je fais référence ici à mon ancêtre direct qui avait signé le cahier de doléances du petit village à l'époque de Saint-Denis-de-l'Hôtel dans le Loiret face à la ville de Jargeau, qui avait été libérée par Jeanne d'Arc d'ailleurs. C'était le 20 avril 1789, et dans ce petit village, dans cette paroisse, comme partout ailleurs en France, qu'est-ce que réclamaient les paysans? Ils réclamaient justement que tout le monde paye l'impôt et que tout le monde ait le droit de chasse, parce qu'il y avait eu en 1787, 1788 et 1789, il y avait des disettes, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment il n'y avait pas beaucoup à manger, donc les gens, c'était pas des famines complètes avec des centaines de milliers de personnes qui mouraient, mais il y avait quand même une vraie disette. Alors, ce qui s'est passé avec la Révolution française, ça a été d'un seul coup la fin des privilèges. Et là, on voit qu'on est dans une situation qui est bloquée de la même façon. Parce que, fondamentalement, il y a toute une série de gens, mais des milliers de gens en France, qui vivent sur la bête, c'est-à-dire sur l'État, et qui pensent avoir droit à pouvoir siphonner à leur profit les dépenses publiques. Alors il y a un mouvement en ce moment sur Internet et qui est assez sympathique, qui s'appelle « C'est Nicolas qui paie ». Vous avez certainement vu ça. Mais oui, parce que le Français moyen, il a l'impression d'être la vache à lait, il a l'impression d'être exactement comme la situation de mon ancêtre le 20 avril 1789, c'est-à-dire celui qui paye pour tout le monde. Et vous avez quoi en ce moment qui vit sur la bête? D'abord, vous avez l'ensemble des députés, des sénateurs, des élus, etc., etc. Il faut une inconscience folle pour se comporter comme le fait par exemple Madame Braun-Pivet en ce moment, qui dépense de façon absolument princière des dépenses publiques. Vous avez peut-être vu ce énième scandale, c'est que l'Assemblée nationale a décidé de changer le lieu d'accueil de certains visiteurs quand normalement on entre plutôt par la place du Palais Bourbon. Mais enfin, il y a un truc, une espèce de bâtiment qui avait été construit à la fin, je crois, du 19e siècle, qui donne justement sur le pont face à la place de la Concorde. Donc il y a un projet qui va coûter 40 millions d'euros, absolument affreux, qui n'est pas du tout dans le style d'ailleurs de l'Assemblée nationale. C'est avec on croirait des silos des cuves de pétrole. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est encore un scandale. 40 millions d'euros. On ne sait pas pourquoi. Monsieur Macron a décidé, de changer les vitraux à Notre-Dame de Paris, mais on n'a pas le droit, normalement. Enfin, je veux dire, le président de la République, je n'ai jamais vu, moi, dans la Constitution française, l'idée que le président de la République, c'est celui qui décide de tout sur tout. Alors, un jour, il nous annonce qu'il va changer les vitraux à Notre-Dame de Paris, alors que c'est contraire aux textes fondamentaux que la France a signés, notamment
le traité de Venise qui doit protéger les monuments historiques et doit les remettre en l'état. Alors les vitraux en question ont été conservés. Ça va coûter là aussi des centaines de milliers d'euros, comme si on n'avait que ça à dépenser. Là, la dernière lubie, c'est de décider de transférer la tapisserie de Bayeux qui doit faire 70 mètres de long, qui est un tissu qui a un millier d'années, et dont la DRAC, la direction des affaires culturelles régionales, vous trouverez ça sur le site même du préfet d'ailleurs de la Seine-Maritime, Bayeux, qu'est-ce que je dis comme bêtise, du Calvados. Bayeux, c'est dans le Calvados. Vous trouverez justement que la préfecture montre que cette tapisserie ne peut pas voyager sur risque d'être détruite. Mais non, Macron a décidé. Voilà. Alors tout est à l'avenant. On a des frais de bouche absolument extraordinaires. Il y a en France 600 000 élus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 600 000 élus. C'est pas possible. Or, c'est une société complètement auto-bloquée, puisque tous les partis qui ont droit, qui ont accès aux médias, tous les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale mangent, ils mangent à la gamelle. Nous, à l'UPR, je propose depuis des années maintenant la suppression des régions, 1780 conseillers régionaux en moins. Mais on est les seuls à le proposer, parce que tous les autres partis bouffent à la gamelle. Parti communiste, LFI, Rassemblement national, Horizon, ils sont tous là, donc ils veulent pas toucher à ça. Les 600 000 élus, là, ils sont là, ils bouffent à la gamelle. Alors, ils sont pas les seuls, parce qu'il y a par ailleurs toutes les associations, beaucoup d'associations d'ailleurs de côté gauche, de la scène politique, qui sont là, qui bouffent à la gamelle. Si vous êtes nommé au ministère de la Culture, vous découvrirez que vous avez toute une ribambelle d'associations qui sont là pour avoir des fonds. Ils sont abonnés à ça. Le résultat n'est pas toujours d'ailleurs hyper convaincant, mais donc il est hors de question de changer quoi que ce soit, sinon vous allez avoir une bronca. Et ce qui est vrai du ministère de la Culture, vous le trouvez au ministère des Affaires sociales, où là, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler 50 fois, vous avez des associations financées sur fonds publics qui œuvrent constamment pour torpiller la politique voulue par les Français, par exemple, en matière migratoire. Vous avez des avocats qui sont financés par des associations financées par le contribuable et pour expliquer, par exemple, à ces fameux OQTF, comment ne pas quitter le territoire français. La France, c'est incroyable. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, un truc pareil. Voilà. Et puis, c'est pas tout, parce qu'il y a effectivement... il ne faut pas les oublier. Et là, de ce point de vue-là, la gauche a raison de le souligner, quoiqu'elle ne va pas au bout du raisonnement. Il y a aussi toutes les entreprises, les grandes entreprises. Je ne parle pas des petits commerçants et artisans, je parle des très grandes entreprises, celles qui ont accès... parce que tout ce petit monde se rencontre dans les palais nationaux, à l'occasion des fêtes, dans une soirée à l'opéra, etc., ou alors ils vont dans le cabinet ministériel, ils sont reçus par tel ou tel ministre, ils sont récompensés d'ailleurs au moment de l'octroi des promotions de la Légion d'honneur. Là, on en a une qui vient d'avoir lieu le 14 juillet. Bon. Et donc là, vous avez des entreprises qui mangent à la gamelle et qui ne mangent pas rien, puisque... Le chiffre est sorti récemment, 211 milliards d'euros qui sont versés aux grandes entreprises en France. Alors, le problème que pose la gauche avec ça, c'est qu'elle s'en scandalise, elle a raison d'ailleurs, en disant que c'est scandaleux parce que c'est des grandes entreprises qui font des bénéfices par ailleurs. Sauf que la gauche, il y a un petit problème avec la gauche sur ce point-là. C'est que j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je reviens dessus. C'est que dans la mesure où nous avons signé les traités européens, nous avons accepté, depuis l'acte unique de 1986, conforté par le traité de Maastricht de 1992 et conforté ensuite par tous les traités ultérieurs, nous avons accepté le double principe de la libre circulation des mouvements de capitaux et également des marchandises. Ça veut dire que... et en plus, on a accepté le principe d'une monnaie européenne, l'euro, qui apparaît comme étant structurellement surévaluée puisqu'elle intègre une composante qui est la composante Deutschmark et l'économie allemande est beaucoup plus compétitive. Le résultat donc des courses, c'est que les entreprises françaises, dans le cadre qui leur est fixé par les contraintes européennes, ne peuvent pas être compétitives en France. Et elles le peuvent d'ailleurs d'autant moins que maintenant, le prix de l'énergie est devenu prohibitif. Mais en France, c'est un pays où les salaires sont élevés,
par rapport à la Bulgarie, hein, j'entends, parce que même si le pouvoir d'achat dégringole, il reste quand même nettement plus élevé qu'en Bulgarie ou en Roumanie. Nos charges sociales, nos cotisations sociales sont très élevées. Les prélèvements obligatoires sont parmi les plus élevés du monde. Et donc, les entreprises, en plus de ça, sont pénalisées par l'euro, qui est beaucoup trop cher. Donc, il ne peut pas y avoir de dévaluation compétitive. Et puis, ils sont pénalisés par le libre accès au marché intérieur, par toutes les productions qui sont faites en Pologne, et c'est ça, que ce soit en matière agricole, que ce soit en matière industrielle. Et donc, face à ça, les grandes entreprises, elles vont voir tout simplement le chef de l'État ou le Premier ministre. Et ça, c'est, semble-t-il, quelque chose que M. Mélenchon n'a toujours pas compris, ou fait semblant de ne pas comprendre. C'est que si M. Mélenchon était à l'Élysée et qu'il disait c'est terminé, les 211 milliards d'euros, vous ne les aurez plus, les entreprises iraient voir M. Mélenchon et diraient cher monsieur, nous partons. Voilà. Et dans la mesure où Mélenchon refuse de sortir de l'Union européenne, comme je le propose personnellement depuis 18 ans, comme M. Mélenchon, je pourrais dire pareil d'ailleurs de Mme Le Pen ou de M. Zemmour. Bardella, j'en parle même pas, il comprend rien, mais je pourrais dire la même chose. C'est que dans la mesure où ces gens refusent de reprendre notre droit souverain à édicter des barrières pour la circulation des mouvements de capitaux, et refusent de récupérer notre monnaie avec une monnaie qui serait compatible avec notre compétitivité, eh bien, il n'y a plus que deux solutions possibles. La solution fatale, c'est que toutes les entreprises doivent disparaître. C'est d'ailleurs ce qui est en cours, hein, mine de rien. C'est-à-dire que les entreprises... La situation qui est faite en France n'est plus compétitive. Voilà. On a trop de charges de salaires élevés, une énergie maintenant qui est beaucoup trop élevée, et en plus on a une monnaie qui est trop chère. Et en plus de tout, on ne se protège pas commercialement, et en plus de tout, on peut aller faire à l'autre bout du monde les mêmes produits 10 fois moins chers qu'en France. Donc c'est terminé. Donc il faut bien comprendre, hein, ça c'est vraiment, vraiment important. La présence de la France dans l'Union européenne est en train de détruire tout notre tissu industriel. Et même agricole, on le voit aussi. Et donc face à ça, on a trouvé cette espèce de tour de passe-passe qui consiste, l'État donne de l'argent, mais par centaines de milliards d'euros, à ces grandes entreprises pour qu'elles acceptent de rester en France. Et d'ailleurs qu'elles distribuent des dividendes. Parce que j'ai vu la gauche dire oui, mais c'est scandaleux, on leur donne de l'argent, mais elles distribuent des dividendes. Mais elles sont pas obligées de distribuer des dividendes parce que c'est ce que leur demandent leurs actionnaires. Et si des entreprises disaient attendez, comme on a eu de l'argent, on ne va plus vous donner de dividendes, les actionnaires, ils feraient quoi? Ils vireraient le président de l'entreprise, ils mettraient à la place un président qui dirait voir M. Mélenchon, Mme Le Pen dès le surlendemain. Eh bien, nous allons nous installer en Chine, au Vietnam, en Inde. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Alors, tout ça mis bout à bout, il faut y ajouter encore les dépenses que nous consacrons à notre appartenance à l'Union européenne, vous le savez. 12 milliards, 13 milliards, 15 milliards, on ne sait pas très bien ce qui... Il faut ajouter à ça ce que nous dépensons pour l'OTAN. Il faut ajouter à ça... le millefeuille administratif, je l'ai déjà expliqué. Il faut ajouter à ça les libéralités que nous faisons à l'Ukraine, etc., à la demande de l'oncle Sam, comme vous le savez. Voilà. Alors, de tout ça, qui est-ce qui est capable de résoudre ce problème en France ? Honnêtement. Moi. Aucun autre. D'abord parce que les autres ne comprennent pas. Deuxièmement, quand ils comprennent, ils ne le veulent pas, ils ne le peuvent pas, puisqu'ils ont fait cette espèce de pacte faustien de rester dans l'Union européenne et dans l'euro, et dans l'OTAN. Alors moi, je ne sais plus quoi faire, ça fait 18 ans que je le dis, je vois malheureusement une tragédie grecque. Je vois, il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas, C'est à se demander, j'ai l'impression qu'il y a des millions de Français qui, en fait, adorent être bernés. Enfin, c'est incroyable. Ce que je dis n'est quand même pas hyper compliqué à comprendre. Enfin, je ne sais pas où alors qu'on me dise, dans ce que j'ai dit, qu'est-ce qui est super compliqué à comprendre. Il y a des gens qui disent « Ah non, mais Bardella, lui, il va... » C'est pas dans la volonté d'un homme.
À partir du moment où vous êtes dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN, dans la Cour de justice de l'Union européenne, dans la Cour européenne des droits de l'homme, etc., et à partir du moment où vous avez fait ça, c'est terminé. Terminé. Il va falloir le dire combien de fois? C'est terminé. Et ben voilà, là, ce qui est en train de se passer, c'est la même chose. Et vous comprenez bien que Macron, qui est extraordinairement impopulaire, ne peut pas se payer en plus le luxe de se payer l'impopularité auprès des grands patrons qui l'ont catapulté à l'Élysée. Donc les 211 milliards d'euros, il ne les récupérera pas. Macron, qui est en veine qui a une impopularité phénoménale, il va pas commencer à tailler dans les dépenses aux associations culturelles ou dans les associations sociales, etc., etc. D'ailleurs, ils sont tous pareils. Vous avez vu que Rachida Dati, là, qui fait semblant d'être une opposante, elle est ministre de la Culture, mais elle fait comme les autres. Voilà. Donc, si vous voulez mon point de vue sur la situation, je vous l'ai donné. En fait, il ne peut y avoir, je reprends une vieille expression française, les mesures qui sont prises par Bayrou, comme ses prédécesseurs, ne peuvent être qu'un cautère sur une jambe de bois, comme on disait. C'est-à-dire une espèce de pansement sur une jambe de bois, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. Il y a aussi cette jolie expression chinoise que j'utilise de temps en temps, c'est se gratter une démangeaison à travers une botte. Voilà. Ben si vous avez une botte et que ça vous démange, si vous vous grattez à l'extérieur et que vous grattez la botte, ça ne change rien. Ben c'est ça. Voilà. Donc on va avoir des mesures qui vont être prises, probablement. Il va y avoir encore des éclats de voix. Il va y avoir ci, il va y avoir ça. Au bout du compte, qui est-ce qui va se faire avoir? Ben c'est les classes moyennes et les classes populaires. C'est eux qui vont finir par baisser, avoir leur niveau de vie continuer à baisser. Puisqu'on le constate, il y a une augmentation considérable des gens les plus riches en France depuis maintenant un certain nombre d'années, en particulier depuis Macron. Et tout ceci va avoir un effet indubitable, c'est qu'on va entrer en récession. Parce que lorsqu'on supprime des milliers d'emplois dans la fonction publique, ben les gens qui étaient là, qui avaient des salaires, ben ils vont faire quoi, la famille? 3 000 personnes, ça fait peut-être 12 000 au bout du compte. Ben ça veut dire 12 000 personnes qui vont réduire leur consommation, évidemment, puisqu'ils sont au chômage. Si on réduit, si on fait une année blanche, c'est-à-dire s'il y a des gens qui gagnent moins par rapport à l'inflation, imaginons que l'inflation grimpe de 2-3% et que vous avez le même salaire que l'année dernière, ben vous perdez 2 à 3% de pouvoir d'achat. Donc vous n'allez pas consommer autant que l'année d'avant. Il y a des gens qui nous expliquent qu'à partir du moment où on va avoir 2 jours fériés, ça va rapporter 4 milliards d'euros à l'État. Moi, je n'ai jamais vu le début du commencement d'un raisonnement qui se tienne sur cette question. Je peux comprendre qu'en effet, si on fait travailler les gens un jour férié, il va y avoir peut-être plus de chiffre d'affaires. Ça, je peux le comprendre. Les magasins étant ouverts, les gens, il va y avoir des clients, donc ça augmente le chiffre d'affaires. Ça, je peux le comprendre. Sauf que, dans la mesure où le jour justement n'est plus fermé, il va pas y avoir non plus énormément de clients. Et puis, les clients qui vont venir ce jour-là ne viendront peut-être pas le lendemain ou l'avant-veille. Donc, l'effet d'entraînement dans l'augmentation de la consommation risque d'être réduit par rapport, par ailleurs, à la baisse du niveau de vie. Donc les gens, j'ai commencé à voir des études qui disaient oui, on nous a dit que 4 milliards d'euros, ça était rapporté par 2 jours fériés supprimés. Ce sera peut-être même pas 2 milliards. On n'en sait rien en définitive. Hein. C'est du doigt mouillé tout ça. Voilà. Tout ça donc pour dire qu'au bout du compte, la France va continuer à s'endetter. Je vous ai dit, il faudrait réduire les dépenses de l'ordre de 180 milliards d'euros pour commencer à réduire la dette exponentielle que nous avons. Comme on va faire des économies au mieux que de 40 milliards, ça veut dire qu'on va augmenter encore de 120 milliards. Et donc très probablement, maintenant c'est à horizon assez proche, très probablement les agences de notation américaines, Standard & Poor's ou Moody's, pour peut-être même Fitch, vont nous dégrader. Et j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de vous dire les conséquences d'une dégradation, c'est-à-dire la perte du AA+, du AA- pardon, de Standard & Poor's, et le début de l'apocalypse financière, parce que ça veut dire que d'un seul coup, on verra se tarir toutes les sources de financement, puisqu'actuellement, le gouvernement français fait de la cavalerie. Il emprunte pour rembourser ce qu'on appelle les tombées, c'est-à-dire les coupons à échéance des emprunts qu'on avait fait il y a 10 ans.
Et donc là, si on n'arrive plus à emprunter sur le marché obligataire, là, nous allons passer sous les fourches codines du FMI, de la BCE, etc., etc. Et là, les Français vont commencer à voir peut-être un petit peu mieux le désastre absolu de la situation dans laquelle on est. Pas besoin de vous dire que Beyrouth, tout ça, il laissera la même trace dans l'histoire de France quand on verra ça dans 150 ans, que à peu près la même trace que Calonne. Voilà, en 1787. Voilà.